Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de France 3 Toute Région. Il est 22h15, nous sommes ensemble jusqu'à 23h pour la troisième partie de cette soirée consacrée aux élections départementales 2015. C'est le second tour. Olivier, je vous propose de faire un rappel des principaux enseignements de ce second tour. Il est 22h15, on peut rappeler rapidement le chiffre de l'abstention, il est de 49,8%. Et puis on va parler aussi des blocs et des départements acquis par chaque parti. Alors, on va le voir sur votre écran. La droite récupère 65 à 68 départements, la gauche 32 à 35, plus de départements pour le Front National. Tout à fait. Alors d'abord, revenons un instant sur cette abstention. Elle est forte, elle demeure un signe préoccupant de la détérioration de la vie démocratique et on le voit, cette abstention marque un désarroi électoral qui demeure profond dans le pays. Sur les forces respectives des partis, et en l'occurrence des coalitions de partis, on le voit, la droite qui a pu s'unir dès le premier tour, eh bien, emporte une large victoire ce soir, notamment territorialement, elle occupe, et on le voit sur cette carte, elle occupe de très nombreux espaces, ce qui est un élément important pour la dynamique qu'elle souhaite installer à la veille des élections régionales. Enfin, dernier élément, pour le Parti socialiste et ses alliés, la désunion leur a été fatale, on le voit. Ce ne sera pas la déroute qui était annoncée, notamment on avait évoqué une possible reconduction du piètre résultat de 1992 où la droite l'avait emporté presque partout et la gauche n'avait eu que 23 départements. Nous ne sommes pas à ce niveau, mais tout de même c'est une défaite sévère. Avec 32, 33, peut-être 34 départements, nous sommes dans des résultats qui ne peuvent pas être jugés positifs par la majorité. Je voudrais qu'on revoie juste la carte qu'on nous a affichée tout à l'heure, il y a quelques instants, sur les bascules probables et celles qui sont déjà arrivées et qui sont officielles. La carte, on voit, s'inverse par rapport au cantonal de 2011. On est parti du rose et maintenant on est dans le bleu. Oui, on peut dire que c'est le symétrique, mais inverse de ce que nous avions constaté au soir du deuxième tour de 2011. Ce qui est très frappant, c'est évidemment que des bastions socialistes sont tombés. Le Nord, on a parlé de l'Isère, on a parlé évidemment des Côtes-d'Armor, des départements qui étaient à gauche depuis très longtemps. On voit aussi sur cette carte qu'au fond, la présence de la gauche se limite aujourd'hui à une pointe bretonne, mais à un grand sud-ouest. Et puis quelques départements éparpillés au centre, sur le pourtour de l'Auvergne. Pour le reste, la vague bleue de l'UMP et de l'UDI l'a emporté presque partout. On pourrait même parler d'inondation, littéralement. Très vite, on peut parler de la Corrèze qui bascule à droite, de l'Essonne qui bascule à droite, du Val-de-Marne, lui, qui reste à gauche. Et ça, c'était une surprise puisque tout le monde le disait pouvant basculer à droite. On peut parler de l'Isère qui bascule aussi à droite, du Jura et de la Seine-Maritime, tous ces deux départements qui basculent à droite ce soir. Oui, peut-être un focus sur le Val-de-Marne. C'était, on le sait, l'un des deux derniers départements qui étaient sous les couleurs du Parti communiste et de ses alliés. Et il reste finalement entre les mains de son président actuel, c'est-à-dire Christian Favier. La gauche s'est beaucoup mobilisée, notamment le Premier ministre est venu, Madame Taubira, Monsieur Huchon. Il y a eu un déploiement de personnalités politiques de premier plan. Il fallait à tout prix protéger ce département. Ce soir, c'est chose acquise et c'est un petit motif de satisfaction, notamment pour le Parti communiste. Ce sera son seul département, très certainement, en France métropolitaine. Tout de suite, Grégoire, vous avez des résultats et des réactions pour nous? Oui Isabelle, les résultats donc qui continuent à arriver, qui confirment l'arrivée de la droite dans de nombreux départements, des terres à tradition plutôt socialiste. La preuve dans le Nord où dimanche dernier, eh bien, les résultats du premier tour des élections départementales avaient signé la fin du règne socialiste. C'était sans doute le plus grand choc de ce premier tour. Le PS risquait fort de perdre ce bastion qu'il détenait depuis 1998. Les candidats socialistes avaient été éliminés dans 27 cantons sur les 41 que compte ce département, le plus peuplé de France. À noter d'ailleurs ici que parmi les candidats figurait le ministre de la Ville, Patrick Kanner, qui s'est retrouvé la semaine dernière en ballotage favorable. Et vous le voyez, eh bien, le Nord bascule à droite. Une réalité qui attriste la maire de Lille, Martine Aubry, a voulu témoigner. On l'écoute, regardez. C'est donc une double tristesse, à la fois de se rendre compte que les électeurs n'ont pas voté par rapport au bilan du Conseil général sous les majorités qui ont été les nôtres, avec les présidents qui se sont succédés, Bernard de Rosier, Patrick Kanner et Didier Magnier. Je le dis souvent, ce que nous faisions ici dans le Nord pour les personnes âgées à domicile, sur la petite enfance, sur les collèges, sur l'accompagnement des PME, PMI, peu de départements le font et nous devrons, là, nous battre pour maintenir ces acquis dont les Français et les Lillois et les Nordistes ont vraiment besoin dans cette période de crise. Garder
la solidarité, c'est évidemment essentiel. Autre résultat qui confirme l'arrivée de la droite, nous partons en région centre, dans le Cher plus précisément. La droite avait une sérieuse carte à jouer pour faire basculer le département. Dans 7 cantons sur 19, ces binômes étaient confrontés au seul Front National et elle se présentait aux positions favorables dans 4 autres cantons. Et donc sans surprise, vous le voyez, le département du Cher bascule à droite. Nous partons dans l'Eure. Ici, la division à gauche avait fait des ravages au premier tour des élections et devait faire basculer ce département à droite sans surprise. D'après les résultats définitifs, vous le voyez, le département de l'Eure bascule à droite. Priorité, on l'a dit donc également aux réactions, puisque nous sommes dans l'Eure. Je vous propose de partir voir Bruno Le Maire, le député de l'Eure, qui se refuse, vous allez l'entendre, à tout triomphalisme. Ma préoccupation première, c'est d'abord que nous répondions aux attentes qui se sont manifestées chez les électeurs pendant toute cette campagne départementale. L'accès aux soins, c'est un sujet majeur dans notre département qui est devenu un désert médical. L'accès au haut débit, c'est une question prioritaire si on veut garder des industries, des entreprises dans notre département de l'Eure. C'est tous ces sujets-là qu'il faut traiter en priorité. Vous savez, être élu, c'est très bien. Tenir parole après, c'est encore mieux. Et des résultats retrouvés sur france-tv-info.fr. Place tout de suite aux analyses avec vous, Isabelle et Olivier. Merci à vous Grégoire. Alors tout d'abord, une réaction aux propos de Martine Aubry. Oui, ses propos sont éloquents. Elle signale très clairement, bien entendu, sa tristesse, mais ne l'oublions pas, ses relations avec M. Caner, avec M. Magnier n'étaient pas bonnes. Et au fond, ce qui est là mis en avant, c'est une désunion. Pas une désunion au sens où on l'entend traditionnellement, c'est-à-dire avec les autres alliés du Parti socialiste, mais au sein du Parti socialiste. Et c'est quelque chose qui est évidemment à observer de très près, car on le sait, un congrès doit avoir lieu en juin prochain, au cours duquel un certain nombre de rapports de force vont se cristalliser. Et celui-ci, évidemment, va être tout à fait essentiel, celui entre les frondeurs, dont la figure de Martine Aubry, évidemment, est un élément essentiel, et puis les tenants de la ligne d'un social-libéralisme emblématisé par M. Valls. C'était la voie qu'avaient rallié messieurs Caner et Magnier, d'où précisément ce désaccord. Est-ce que également cette élection et ce basculement à droite du département du Nord paye l'état de décomposition de la fédération du Parti socialiste? Oui, c'est une fédération qui est anémiée, une fédération qui a été ravagée par des problèmes de corruption, des difficultés personnelles, des conflits et règlements de compte multiples. On le voit, nous sommes dans un processus de décomposition et nous allons sans doute atteindre le fond de ce mouvement. Simplement, est-ce que ces forces politiques pourront se reconstituer avant de livrer une nouvelle grande bataille, celle qui les attend, c'est-à-dire les régionales? La question est posée. Une réaction à propos de Bruno Le Maire? Oui, on voit qu'à travers ces propos, Bruno Le Maire, très prudent, prend ses marques. On le voit, le débat est vif aussi au sein de l'UMP sur les lignes stratégiques qu'il va falloir déployer dans les mois qui viennent. On le sait, après cette primaire qu'il avait perdue face à Nicolas Sarkozy, il joue un rôle important au sein de l'appareil. Aujourd'hui, cette dynamique peut être celle d'un rassemblement entre générations, entre sensibilités politiques, mais aussi entre partis derrière le pavillon de l'UMP. On pense à l'UDI et au MoDem. Oui, parce qu'il avait fait plutôt un bon score. Tout à fait, il avait fait un bon score et il se pose ce soir comme un des ténors de ce parti, donc de la force politique qui aujourd'hui est leader dans l'opposition au gouvernement Valls. Je vous propose d'écouter maintenant les propos de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Nous entendons à la fois le message envoyé par les Français qui soit se sont abstenus, soit se sont repliés sur eux-mêmes pour ceux qui sont allés voter extrême droite, soit tout simplement ont sanctionné la majorité en votant pour l'opposition, la droite. Donc nous entendons l'insatisfaction. Et pour répondre à cette insatisfaction, plutôt que de changer de cap brutalement, nous estimons que la meilleure façon d'obtenir des résultats, c'est de continuer à réformer le pays. Vous savez, quand on veut vraiment réformer un pays, on ne peut pas être dans le slogan, dans la démagogie, dans les annonces faciles. On est forcément sur des réformes de moyen long terme. Et donc il faut beaucoup de ténacité, il faut beaucoup de constance pour que ces résultats arrivent, et c'est ce que nous allons faire. Une réaction, Olivier, au propos de Najat Vallaud-Belkacem? Oui, la déclaration de Madame la Ministre est claire. Il s'agira dans les mois qui viennent de résoudre une équation impossible. À la fois entendre l'expression des électeurs, et elle est très claire, ça veut dire une déception par rapport à la politique qui a été conduite, et en même temps, évidemment, trouver les voies d'un rassemblement, car sans rassemblement, les élections qui arrivent seront aussi négatives pour le Parti socialiste et la majorité en place. Donc comment faire pour à la fois changer et préserver?
Merci Olivier. Je vous propose maintenant d'écouter une interview sur Bertrand Lambert. Voilà, on vient de me le préciser. Bertrand Lambert qui nous décrit la situation dans le département de l'Essonne. Vous savez, ce département de Manuel Valls qui a basculé à droite, et on s'interroge sur qui va succéder à Jérôme Guedj, qui était le président de ce département socialiste frondeur. Absolument, il n'y a plus aucun suspense ici. La gauche remporterait au grand maximum 5 à 6 cantons. C'est bien loin des 11 nécessaires pour conserver ce département à gauche, qui était à gauche depuis 17 ans. Donc c'est une vraie raclée, si je peux dire, pour la gauche. Alors qu'on disait la semaine dernière justement que la gauche avait plutôt mieux résisté dans l'Essonne que dans le reste du pays. Ça n'a pas suffi. L'Essonne a été emportée par la vague bleue. Reste à savoir maintenant qui va succéder à Jérôme Guedj. Et là, tous les jeux sont ouverts entre Georges Tron ou peut-être François Durofray, le maire de Montgeron, ou peut-être même un troisième nom qui pourrait sortir du chapeau, toujours à droite évidemment, c'est celui de Michel Bournat, le maire de Gif-sur-Yvette. On aura le temps d'en reparler. L'élection, c'est jeudi prochain à partir de 14h, mais il se murmure qu'il y aura une primaire à droite avant l'élection, donc au Conseil général de l'Essonne, jeudi prochain. Alors après l'Essonne, la Corrèze, on va écouter Bernard Combe, le conseiller technique de François Hollande, du président de la République, et le maire de Tulle. Oui, vous l'avez dit, Bernard Combe, conseiller technique de François Hollande, qui s'impose donc à Tulle. C'est un des 6 cantons que le Parti socialiste conserve ici en Corrèze. Donc la défaite, Bernard Combe, est lourde. Est-ce que c'est également la défaite de François Hollande, de la politique de François Hollande en Corrèze ? Quand c'est la victoire de François Hollande et de la Corrèze, on est heureux d'avoir la victoire avec François Hollande, et quand on perd, c'est aussi avec François Hollande, et on est triste avec François Hollande de perdre la Corrèze. C'est donc pas un vote sanction dont vous pâtissez ? Je ne crois pas que ce soit un vote sanction. D'ailleurs, si ça avait été le cas, je pense que je n'aurais pas obtenu le résultat que j'ai obtenu à Tulle. Je rappelle quand même, pour mémoire, 64,22%. Je ne crois pas que ce soit un score dont les tullistes puissent ne pas imaginer qu'ils sont aussi en lien avec le président de la République. Et dans le pays de Tulle, je constate la victoire du canton de Naves et de Sainte-Fortunate. Ça veut dire que pour celles et ceux qui connaissent bien François Hollande et qui savent qu'il est déterminé à réformer la France, c'est aussi un signal qu'il lui envoie de continuer à travailler. Vous l'avez eu au téléphone, François Hollande. Oui, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Il a dit qu'il était triste pour la Corrèze ? Bien sûr, il était triste pour la Corrèze, c'est normal qu'il le soit. Il était triste pour nous, qui avons perdu. Il était triste pour les candidates et les candidats qui s'étaient engagés, qui avaient fait une belle campagne. Il était triste aussi pour le redressement que nous avions largement entamé dans ce département. Il était triste pour les collaborateurs qui ont travaillé pour lui et ensuite avec nous dans la deuxième partie de ce mandat. Donc c'est toujours une tristesse de perdre, oui, bien sûr. Il l'a pris aussi un petit peu pour lui, personnellement ? J'imagine que vous prenez les choses, je l'ai dit, collectivement. C'est une victoire collective quand elle est victoire, c'est une défaite collective quand elle est défaite. Alors, merci Mathilde Brasier de France 3 Limousin d'avoir interviewé Bernard Combe, conseiller technique de François Hollande, qui juge que ce n'est pas un vote sanction. Oui, écoutez, ça reste malgré tout une très sévère mise en garde qui est adressée par les électeurs. Le canton de Tulle, sans doute, a échappé. Et c'est vrai que M. Combe, il lui a manqué quelques voix seulement pour passer dès le premier tour. Donc, un coefficient personnel indéniable, il s'en revendique, c'est bien normal. En revanche, son analyse politique est très limitée territorialement. La Corrèze ne se résume pas à Tulle, et on l'a vu par l'étiage que la droite a conquis, c'est-à-dire 35% est arrivé en tête, et dans très nombreux cantons, on le voit bien, la dynamique de réprobation a été très forte. Alors, le mot sanction déplaît, mais enfin, c'est bien ça dont il s'agit. C'est le vrai, bon mot et juste. Et en gros, c'est la dynamique des municipales qui continue. Tout à fait, c'est la dynamique des municipales qui continue, c'est la dynamique des sénatoriales, c'est la dynamique évidemment des européennes. Ces scrutins s'enchaînent et à chaque fois le résultat est le même, c'est-à-dire de sévères, de lourdes défaites pour le Parti socialiste et ses alliés au pouvoir, et sur une logique qui est très clairement une défiance croissante à l'égard du système politique. Une déception immense et de plus en plus brûlante à l'égard des résultats économiques qui ne sont pas bons, et tout le monde le sait, tout le monde le reconnaît. Et il ne suffit pas évidemment de crier sur sa chaise « retour de la croissance » pour que celle-ci soit effective. Les électeurs s'impatientent, les électeurs s'énervent, le moral des troupes est au plus bas. Il va falloir évidemment réfléchir très sérieusement aux préparatifs des régionales. Vous êtes en train de dire que trop de communication, finalement, ne bluffe plus les électeurs. Oui, c'est un ministère, la parole, qui n'use plus beaucoup les oreilles des électeurs qui maintenant préfèrent se les boucher et tout simplement ne plus se déplacer. On l'a vu encore ce soir avec le taux de participation.
Grégoire Bouscambert, vous avez des résultats et des réactions pour nous. Oui, Isabelle, et parmi les résultats qui viennent d'être communiqués et officialisés, il y a la Saône-et-Loire. La Saône-et-Loire, où dans ce département qui fut dirigé par l'ancien ministre Arnaud Montebourg, le chef de file de la droite Alain Akari s'était targué d'avoir enregistré de très bons scores dimanche dernier. La droite était la seule à se maintenir au second tour dans 7 des 29 cantons, et donc sans grande surprise, eh bien, vous le voyez, le département bascule donc à droite. Autre résultat en Languedoc-Roussillon, dans le Gard, où le Front National avait terminé premier. Le parti de Marine Le Pen était qualifié pour le second tour dans 22 des 23 cantons d'un département que le Parti socialiste estimait pouvoir sauver malgré ses divisions. La droite, qui avait réalisé l'union entre l'UMP et l'UDI partout, a réalisé un score en deçà de ses espoirs, mais espérait aussi parvenir à faire la différence au second tour en participant à 9 duels et 4 triangulaires. Eh bien, vous le voyez, le département reste à gauche ce soir. Autre résultat à l'instant officialisé dans l'Aisne, dans la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Dans l'Aisne, le Front National avait des chances d'obtenir une majorité, mais une majorité relative seulement. Pour réduire au maximum les gains attendus du Front National, la gauche comme la droite s'était retirée là où elle se classait 3e. Sur 8 triangulaires possibles, il n'en restait plus qu'une. Eh bien, vous le voyez, le département de l'Aisne bascule à droite ce soir. Merci à vous Grégoire. Alors, le Gard qui reste à gauche, c'est surprenant. Oui, parce qu'au fond, ça illustre comment la présence du Front National, qui était très grande dans ce département, il était à 38-39%, a pu servir la gauche. Nous sommes dans un cas de figure où, au fond, l'épouvantail a permis une meilleure mobilisation à gauche et les reports de voix se sont faits plutôt de l'UMP et de l'UDI vers la gauche, ce qui, au total, aura permis de conserver à celle-ci, de conserver un département qui était bigrement menacé. Je vous propose maintenant d'écouter Nathalie Kosciusko-Morizet, numéro 2 de l'UMP, qui estime ce soir que les électeurs ont dit fermement le rejet de la gauche. Les Français ont envoyé un signal clair. Ils ont envie de départements bien gérés, tout simplement, en fait. Il y a une gestion, il y avait des départements qui étaient tenus depuis des décennies par la gauche, et manifestement, il y avait un ras-le-bol. Il y avait le sentiment que ce n'était pas bien tenu. Ce à quoi sont engagés nos candidats et maintenant nos élus, c'est finalement des départements qui soient véritablement au service des habitants et qui répondent à leurs enjeux de proximité, parce que c'est ça un département. Que les Français ont voté pour des départements mieux gérés, mais ils ont aussi voté pour envoyer un signal au président de la République, au gouvernement. Bon, d'ores et déjà, on a l'impression qu'ils n'ont pas bien entendu, mais nous, on va être là pour faire porte-voix. Votre réaction, Olivier? Oui, je ne suis pas sûr que ce soit l'ordre exact des préférences des Français. C'est-à-dire, au départ, favoriser les départements dits bien gérés. On l'a vu, beaucoup de départements sont dans l'endettement du fait notamment de l'explosion des dépenses sociales, RSA en particulier. Et puis ensuite, le vote sanction. Je pense que c'est plutôt l'ordre inverse et que la dimension nationale de ce scrutin est la chose qui frappe le plus les esprits. La dimension de sanction des politiques qui ont été conduites depuis 3 ans, sinon de ras-le-bol électoral qui se manifeste dans de nombre de cantons, et sans doute ici et là, on le voit, des rapports de force, des bilans moins dégradés que d'autres ont pu, ici ou là, donc nuancer cette dynamique générale. Mais ce qui frappe, c'est quand même que d'abord, l'expression majeure, ce fut de condamner, de sanctionner durement le gouvernement en place. J'aimerais qu'on revienne sur le Front National et sur cette soirée de second tour qui, pour le Front National, le Rassemblement Bleu Marine, n'est pas une réussite. C'est une confirmation d'une politique et pas une réussite éclatante. Et on l'a senti tout à l'heure dans le ton de Marion Maréchal Le Pen. Oui, il ne faudrait peut-être pas trop s'attacher au symbole. Après tout, on l'avait dit, la première place qui était convoitée au premier tour, 1 ou 2 départements, évidemment, ça aurait été des trophées majeurs et ça aurait été de ce point de vue-là historique, sont en quelque sorte l'arbre qui peut cacher la forêt. La forêt, c'est quoi? La forêt, c'est la montée inexorable du Front National, notamment sa notabilisation. Il est présent de plus en plus dans les campagnes, il conquiert des zones rurales, il est présent dans le Grand Sud-Ouest où on ne le voyait pas, il est dans des départements où jusqu'alors il était quasiment absent et il atteint des 15, 20, 25%, ce qui est considérable pour lui. Tout cela, c'est une stratégie intermédiaire. Après des européennes qui ont été un grand succès, avant des régionales qui s'annoncent très prometteuses, c'était un scrutin très difficile pour lui. Je trouve qu'au total, cet appareil politique, sans alliés, rappelons-le, sans alliés, réussit néanmoins à être très présent. Il est là dans un canton sur 2. C'était vraiment quelque chose de très difficile à prévoir il y a encore 5 ou 6 ans. Avant de reparler de la stratégie de Marine Le Pen par rapport à son père, Jean-Marie, j'aimerais qu'on aille dans la Loire-Atlantique, sur les chantiers de Saint-Nazaire, à Concarneau
Tino. C'est un duel PS-FN qui a attendu les électeurs au second tour. Et vous allez voir, le sentiment est partagé sur ces territoires entre abandon, désindustrialisation, perte de repères. Le vote Front National, un suffrage qui se banalise, mais dans les urnes seulement. Il est quasiment impossible de recueillir ici le point de vue d'un électeur qui ait fait ce choix. Rare témoignage, celui d'un ouvrier des chantiers, symbole d'une partie du vote populaire. Je vais voter le FN, quoi. Pour quelle raison? Pour changer le système, pour donner un coup de pied dans la fourmilière du gouvernement, là. Dans ce canton, une liste FN affrontera une liste PS. Pas suffisant pour motiver les ouvriers. Les abstentionnistes, premier parti de Saint-Nazaire. Dans ce café, le patron tente de motiver les habitués. On vote pour qui on veut, mais il faut voter, c'est tout. Voilà, parce qu'après, si on vote pas, on la ferme. Ici, gauche, droite, Front National, on avoue ne rien espérer de la classe politique. Pour moi, que ce soit la droite, la gauche ou l'UMP, c'est exactement la même chose. Enfin, j'ai l'impression que les choses ne changent pas. À la Baule aussi, on a voté Front National, à 20%. Cette électrice a fait un autre choix, mais croit comprendre les raisons d'un tel vote. Je pense qu'ils en ont marre de la gauche, ils ne veulent pas voter pour la gauche. Et puis la droite, avec tous les problèmes qu'il y a eu ces dernières années, je pense qu'ils n'ont pas confiance non plus. Donc au lieu de s'abstenir, ils votent Front National en se disant le deuxième tour, on récupérera. Impression confirmée par plusieurs témoignages confiés hors caméra. L'électorat UMP admet être parfois tenté par le vote FN pour donner, disent-ils eux aussi, un coup de pied dans la fourmilière. Voilà, sentiment de défiance, ils sont désabusés, ils ne croient plus en rien. Donc ils essayent quelque chose qui n'a pas encore eu de concrétisation gouvernementale, c'est ça. Essayer le Front National, c'est finalement essayer quelque chose de neuf. Oui, c'est le succès de la formule « sortez les sortants » et au fond l'envie d'une alternative en politique. Ce qui frappe dans ces témoignages issus des catégories populaires, c'est le sentiment d'une absence de différence entre droite et gauche, le sentiment d'avoir essayé et l'un et l'autre, les alternances ont eu lieu ces dernières années, et avec la même déception au bout. Et du même coup, la tentation est très grande d'aller vers un vote frontiste, qui est un vote de radicalité, un vote de rupture, et un vote d'espérance pour un certain nombre de représentants de ces milieux. On le sent chez les agriculteurs endettés, chez les ouvriers, encore 25% de la population active, chez des femmes élevant seules leurs enfants. Chez les jeunes. Chez les jeunes, non évidemment, diplômés. Et a fortiori lorsqu'ils sont peu diplômés. On sent qu'il y a là une tentation très forte, très puissante, celle d'aller vers un vote qui peut, de leur point de vue, rassembler tous leurs espoirs. Alors avec un point de non-retour, visiblement, puisque là, ce soir, on vient de voir qu'on n'est pas prêt à franchir un cap encore. Oui, et d'ailleurs, le vote ouvrier aujourd'hui est très révélateur. Moins de 5% des membres de cette catégorie populaire, donc se tourne vers le Parti socialiste. Aujourd'hui, le vote ouvrier est d'abord un vote frontiste, et donc on le sent bien, là, des bascules sociologiques s'opèrent qui vont être très lourdes d'évolution pour la suite. Vanessa Fies, sur les réseaux sociaux, on vous retrouve tout de suite. Oui, et il y a eu aujourd'hui un nouveau clash entre SOS Racisme et le Front National. Cette fois-ci, SOS Racisme proposait aux électeurs du FN de mettre un petit cœur devant le candidat qu'ils préféraient, ce qui bien sûr invalide le bulletin. Une nouvelle fois, le Front National a décidé de porter plainte, ce qui a beaucoup fait rire cet internaute puisqu'il nous dit impatient de voir l'électeur FN qui témoignera en justice qu'il suit les consignes de SOS Racisme et qu'il a dessiné un cœur sur son bulletin. Je vous propose des dessins également. Didier Deschamps contraint de revoir sa tactique puisque désormais la France penche à droite, le raz-de-marée du FN qui s'est transformé en flaque, et puis le cigare de Manuel Valls la semaine dernière, le cigare de Nicolas Sarkozy cette semaine. Voilà. Merci à vous, Vanessa Fies. On retrouve tout de suite en direct de Paris Mariette Sino. Alors, dans quelques instants, on retrouvera Mariette Sino. Je vous rappelle les principaux chiffres pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Les principaux chiffres, l'abstention, qui est à 49,8% ce soir. Et puis, la répartition des départements par bloc. Nous allons voir que l'UMP arrive en tête entre 63 et 67 départements, suivi du Parti socialiste. Et le Front National ce soir, selon les estimations d'Ipsos, n'a pas de département. Je vous propose de retrouver maintenant Grégoire Bouscambert pour de nouveaux résultats.
Oui Isabelle, donc les résultats qui continuent à affluer ici même. Nous partons en Ile-de-France, en Seine-et-Marne plus précisément, où vous allez le voir, le Parti socialiste qui avait conquis le Conseil général en 2004 était quasiment assuré de perdre la majorité ce soir. Le PS ne s'était qualifié au second tour que dans 7 cantons sur les 23 que compte le département et est arrivé loin derrière le Front National. Et donc sans grande surprise, la Seine-et-Marne bascule, vous le voyez, largement à droite. Autre résultat en Poitou-Charentes et plus précisément en Charente. Le second tour s'annonçait indécis. La gauche pouvait encore espérer empêcher le grand chelem de la droite en région Poitou-Charentes. L'Union de la gauche, qui dirigeait la Charente depuis 2004, avait remporté un canton dès le premier tour et était en ballottage favorable dans 7 autres. Mais la droite semblait, elle, en mesure de l'emporter dans 10 cantons. Eh bien, vous le voyez, dans ce département, c'est la droite qui est majoritaire. Enfin, résultat en PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Vaucluse. Et là, évidemment, ce département était particulièrement scruté ce soir et pour cause. Le Front National était arrivé en tête dans 11 des 17 cantons du département, en remportant celui d'ailleurs du Pontet dès le premier tour des départementales. Le parti de Marine Le Pen misait sur sa victoire aujourd'hui, malgré d'ailleurs des désistements républicains. Eh bien, vous le voyez, le Front National donc n'a pas remporté le Vaucluse et c'est la droite qui arrache donc ce département ce soir. Merci à vous Grégoire. Une réaction, Olivier? Oui, ce résultat sur le Vaucluse, mais on pourrait évoquer les chiffres de l'Oise, du Gard, de l'Aisne, illustre combien il ne suffit pas de faire une percée ou de l'emporter en pourcentage au premier tour pour marquer ce scrutin. Il faut évidemment pouvoir ensuite puiser dans des réserves de vote, trouver des alliés, favoriser des reports de voix et en quelque sorte donc casser ce mur d'hostilité des électeurs à l'égard du Front National. On sait que, grosso modo, entre 60 et 65% des Français, pour ce scrutin, restaient hostiles à l'idée que le Front National puisse diriger un département. C'est quelque chose que les enquêtes nous apprennent. Et donc, on le voit, à travers, du coup, cette hostilité persistante, eh bien, le Front National touche les limites de cette stratégie. Il lui faudra donc être beaucoup plus patient qu'il ne le pensait à un moment pour pouvoir espérer obtenir de réels résultats. Et puis, l'AFP annonce une majorité relative de la gauche dans le département du Pas-de-Calais ce soir. Allez, direction Paris pour retrouver Mariette Sino, directrice de recherche au CEVIPOF, spécialiste du vote des femmes, de la parité. Merci de votre patience, Mariette Sino. Je voudrais vous poser une question telle que je la sens. Au 3e tour, pour ce vote qui a mis les femmes, qui les a mis dans l'hémicycle des départements, pour le 3e tour, qui portera le café ? Écoutez, effectivement, je pense que la domination masculine restera au sommet des exécutifs, ça c'est une chose certaine. Néanmoins, on peut prédire quand même que les femmes seront sans doute beaucoup plus nombreuses qu'auparavant, c'est-à-dire elles étaient 5 précédemment à présider un exécutif local, et je pense qu'elles seront un peu plus nombreuses. Divers facteurs le laissent penser en tout cas, ne serait-ce que le fait qu'il y avait beaucoup moins de sortants qui se présentaient, et le fait également que de nombreux sortants seront battus. On peut aussi avancer l'idée que comme les assemblées départementales sont plus féminisées, eh bien, elles auront à cœur de voter pour des femmes. Donc, attendons de voir évidemment l'issue de ce 3e tour, mais je pense qu'il y aura sûrement plus de femmes qu'auparavant. Alors, la question que je me pose maintenant, il n'était pas possible d'instaurer une parité dans les vice-présidences obligatoires ? Mais non, parce que déjà la loi a instauré la parité pour les commissions permanentes et les vice-présidences, mais donc ils sont élus au scrutin de liste, mais en revanche le président est élu à la majorité absolue des membres des conseils départementaux. Par conséquent, on élit une individualité, et là du coup c'est impossible d'établir des règles paritaires. Est-ce que les femmes vont changer l'ambiance ou vont instiller autre chose, quelque chose de neuf et de différent dans les hémicycles ? Écoutez, c'est pas seulement l'ambiance qu'elles vont changer, c'est-à-dire plus de femmes, ça va amener plus de démocratie, parce que je voudrais rappeler que précédemment, la domination masculine prenait quand même des allures d'accaparement du pouvoir par les mêmes qui détenaient d'ailleurs
plusieurs mandats, qui cumulaient. Et de ce fait, je veux dire, c'était un petit peu comme des grands féodaux qui barraient l'accent aux nouveaux venus. Hein, et je rappelle que quand même, le principe de la démocratie, c'est la rotation des mandats et des fonctions électives. Par-delà le renouveau des élites départementales, on peut espérer un renouveau des élites parlementaires, car dans le cursus politique français, eh bien, le mandat de conseiller départemental prédispose à entrer au Parlement, en tout cas, rend beaucoup plus compétitif dans la course à l'investiture. Hein. Et jusqu'à présent, les femmes manquaient du mandat départemental et manquaient de la fonction de maire, qui sont les deux mandats et fonctions qui prédisposent à être investis par les partis politiques comme candidats à la députation. Hein. Et par conséquent, je pense que le fait que les femmes soient ancrées dans le département, eh bien, ça va leur donner une épaisseur de notables qui vont les prédisposer à être les députés de demain. Et j'ajoute que 2 lois ont été votées en 2014 qui vont également dans le sens d'une féminisation de la future Assemblée nationale. C'est le doublement des pénalités pour les partis qui ne présentent pas 50% de femmes à la députation c'est la restriction du cumul des mandats qui interdit désormais aux députés de présider un exécutif local. Par conséquent, c'est la fin des députés maires, sénateurs maires et encore une fois, grand féodal qui bouchait l'horizon des nouveaux venus. Mariette Sinault, avant de vous retrouver pour une dernière question, je vous propose ce reportage tourné et réalisé par nos confrères de France 3 Alsace. 29 mars, journée de la femme ? Pas exactement, mais ces élections vont porter une sacrée estocade à la virilité des assemblées départementales. Hier, les femmes représentaient 14% des conseillers généraux. Demain, la moitié, principe de parité oblige. En Alsace aussi, les femmes reviennent de loin, pas du placard, mais presque. Dans le Bas-Rhin, elles étaient 8 pour 36 hommes et aucune vice-présidente. Elles seront donc bientôt le triple, 23, sans compter les suppléantes. Et que dire du Haut-Rhin ? C'est pire. 2 femmes pour 29 hommes, une par accident. Odile Bocquet-Huneau, suppléante, propulsée titulaire pour cause de démission. L'autre, Brigitte Klinkert, techniquement 2e vice-présidente, mais démise de ses fonctions depuis 2012. Pas glorieux. Elles seront désormais 17. Faites le compte. Les femmes seront donc beaucoup plus nombreuses. Reste à savoir désormais si elles obtiendront des postes clés. Dans le Bas-Rhin, les sortantes issues de la majorité auront davantage de chances d'y parvenir. Pour le Haut-Rhin, tout reste à faire. La surprise viendra peut-être de Brigitte Klinkert qui pourrait bien s'asseoir dans le fauteuil de la présidence. Tout un symbole. Voilà, est-ce que Mariette Sinault, vous pensez que pour les régionales, il y aura un effet femme, un effet parité également ? Pour les régionales, il y a déjà 48% de femmes dans les assemblées à cause du mode de scrutin proportionnel de liste avec parité obligatoire. Par conséquent, le grand bond en avant dans les assemblées régionales est déjà fait. Également dans les vice-présidences où il y a 48% de femmes également. Là, l'effet c'est déjà produit. Le seul progrès reste à ce que les femmes progressent au sommet des exécutifs régionaux. Merci à vous Mariette Sinault, merci d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir sur France 3 Toute Région. Merci beaucoup. Nous poursuivons cette édition avec Grégoire Bouscambert qui a de nouveaux résultats et des réactions pour nous. Oui Isabelle, des résultats encore et toujours. Je vous propose de partir en Loire-Atlantique avec un résultat qui vient de nous être communiqué et officialisé en Loire-Atlantique, donc arrivé en 2e position derrière l'Union de la droite. Le PS, isolé au premier tour, devait dépasser ces divergences récurrentes avec Europe Écologie Les Verts, notamment sur le dossier du transfert de l'aéroport de Notre-Dame vers Notre-Dame-des-Landes pour conserver le département. Une ville réputée ancrée à gauche avec sa ville phare Nantes, longtemps dirigée par l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, et vous le voyez sans grande surprise, eh bien, le conseil départemental de Loire-Atlantique reste à gauche. Résultat en région centre, en Indre-et-Loire. Ici, la droite était en tête dans 16 des 19 cantons la semaine dernière, mais le Parti socialiste sortant n'avait
pas abandonner tout espoir. Le deuxième tour s'annonçait particulièrement serré dans plusieurs cantons. J'ajoute d'ailleurs que Marisol Touraine a présidé le département mais a quitté ses fonctions avant de rejoindre le ministère de la Santé. Une situation vécue comme un abandon pour certains, ce qui pouvait permettre à la droite de revenir aux affaires, et c'est le cas. Vous le voyez, l'Indre-et-Loire bascule largement à droite ce soir. Un dernier résultat en Rhône-Alpes, on part en Isère où la droite et le centre avaient de grandes chances de conquérir le département du secrétaire d'État à la réforme territoriale, le socialiste André Valigny, face à une gauche désunie et déjà éliminée d'un tiers des cantons. 11 cantons sur 29 voyaient s'affronter la droite et le Front National. Eh bien, vous le voyez, le département de l'Isère bascule à droite ce soir. Merci à vous Grégoire. Une réaction sur l'Isère et sur les deux élus écologistes ? Oui, c'était d'abord un résultat évidemment attendu compte tenu des scores obtenus par la coalition de droite au premier tour, au soir du premier tour. Pour les forces écologistes alliées au front de gauche mais aussi à Nouvelle Donne, c'est évidemment un score important car sur l'agglomération de Grenoble, c'est évidemment des élections qui étaient attendues, suivies. Est-ce que Éric Piolle, le maire écologiste et allié de Grenoble, tentait là d'étendre son influence, et c'est quelque chose dont on peut dire que c'est réalisé ce soir. La suite tout de suite. Au niveau attendu. Direction Paris, on retrouve notre invité Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos. Merci de votre patience, Brice Teinturier. Quels enseignements on peut tirer des reports de voix sur le FN, UMP, de l'UMP au FN? Quels enseignements en avez-vous tiré ce soir? Eh bien, il y a quelque chose qui a changé et qui est important, c'est qu'on voyait avant ce scrutin, avant le premier tour notamment, un électorat UMP très poreux vis-à-vis du Front National. Et notamment, s'il y avait des duels gauche-FN, un électorat UMP qui allait s'abstenir massivement, et puis ensuite, pour ceux qui allaient voter, qui se séparaient en deux blocs sensiblement équivalents, soit pour aller voter donc pour le Front National, soit pour le candidat de la gauche. Ça a changé. Ça a changé, on le mesure d'abord dans l'enquête en termes de comportement et d'attitude, mais on le mesure également dans les résultats. On voit que manifestement, le premier tour a provoqué un choc aussi bien dans l'ensemble des Français, qui expriment leur inquiétude maintenant à 57%, mais également chez les sympathisants UMP, ce qui est plus nouveau, qui ont compris, qui considèrent et qui ont compris que le Front National est un adversaire dangereux pour eux. Et du coup, dans les logiques de report, on voit maintenant des sympathisants UMP qui d'abord sont majoritairement opposés à des alliances locales avec le Front National, ce qui n'était pas le cas auparavant, ils étaient au contraire majoritairement favorables. Et puis dans les reports, on voit qu'ils se sont déplacés plutôt à 70% en cas de duel gauche-FN, et qu'ils ont voté davantage pour le candidat de la gauche que pour le candidat du FN. Donc le premier tour a véritablement créé une forme d'électrochoc, ou en tous les cas une prise de conscience qui a modifié ce qui était le comportement électoral de la droite, des sympathisants UMP, depuis maintenant plusieurs scrutins. Et je crois que c'est très important pour la suite, que ça explique aussi pourquoi le Front National, au second tour, finalement, a une capacité de nuisance beaucoup plus limitée que ce qu'il pouvait sans doute lui-même espérer. Alors comment est-ce que vous envisagez la dynamique de renouvellement de la gauche ? La dynamique de renouvellement de la gauche, elle va être compliquée parce que ce soir, la gauche est en réalité très très affaiblie. Ces bastions historiques et symboliques ont basculé à droite. Donc il y a d'abord un enjeu qui va être un enjeu national, c'est-à-dire que va pouvoir faire le pouvoir. Sans doute pas grand-chose parce qu'on voit mal comment il pourrait modifier à la fois sa ligne et puis d'ici et dans les semaines à venir, offrir des perspectives suffisantes pour recomposer quelque chose de plus solide au sein des gauches, puisque les gauches étaient fragmentées. Après, ce sera un travail très long, probablement, de reconquête d'un tissu local, qui avait fait la force du PS pendant une quinzaine d'années, qui faisait que ce PS municipal, ce PS local, pouvait résister à une droite qui était hégémonique au niveau national. Eh bien, tout cela, c'est fini. Ce scrutin, ce soir, a mis fin à 6 scrutins cantonaux qui avaient vu une progression continue de la gauche. Ce scrutin est dans la continuité du scrutin des municipales, et c'est véritablement la gauche locale qui a été très largement abîmée, détruite ce soir en termes d'élus et de potentiel électoral. Et il lui faudra du temps pour renouveler ses candidats et puis progressivement pour reconquérir éventuellement ce qu'elle a perdu maintenant depuis ces 2 tours départementaux et les dernières municipales. Merci à vous, Brice Teinturier, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Tout de suite, nous retrouvons Vanessa Fize sur les réseaux sociaux. Et quelques images récoltées sur les réseaux sociaux. D'abord, la une de Libération de demain, la voici, battu, mécontent, Manuel Valls. Ensuite, ce dessin, crash du PS. Si j'avais fait
j'aurais pas dû laisser Manuel Valls seul aux commandes, pardon. Les résultats vus depuis Paris et depuis Lyon, not in my name, c'est-à-dire pas en mon nom, cette élection, les résultats, ce n'est pas moi qui les ai faits. Ce bulletin nul, si tu cherches un homme, un vrai, pour que la Seine-Saint-Denis ce soit de la bombe baby, envoie Chirac président au 8-12-12. Et puis la Corrèze qui bascule à droite, bien sûr, c'est un grand moment pour Bernadette Chirac. Merci à vous, Vanessa Fize. Justement, nous avons une réaction de Bernadette Chirac qui était candidate suppléante, vous savez, dans le canton de Brive 2. On s'est battu. On était unis, on était certains qu'on gagnerait et la Corrèze a gagné. C'est une petite revanche pour vous? Pourquoi vous parlez toujours de revanche? C'est pas avec des termes comme ça qu'on fait avancer la France, vous savez. On a gagné, un point, c'est tout. On savait qu'on gagnerait. Et on a un président du Conseil général qui est là, qui est devant vous, qui a travaillé comme travaillait mon mari autrefois. Hein? C'est un peu la méthode Chirac, non? Je vous vois sourire, Olivier. Une réaction sur les propos de Bernadette Chirac? Oui, mais tout d'abord, on le sait, son canton avait disparu, victime des ciseaux des experts du ministère de l'Intérieur. Alors, elle ne parle pas de revanche, mais elle doit tout de même savourer sa victoire, d'abord au nom de la famille Chirac, encore une, ce soir, qui retrouve évidemment du lustre dans le département de la Corrèze, et puis aussi parce qu'après tout, elle montre qu'elle est encore là, elle qui gagnait haut la main, dès le premier tour, la plupart des scrutins cantonaux ces dernières années, sinon ces dernières décennies. C'est évidemment une double satisfaction. Grégoire Bouscambert, d'autres résultats? Oui, Isabelle, et plusieurs personnalités connues sur le plan national participaient à ces élections. Je vous propose justement de faire un petit tour. Ont-elles été élues? Ont-elles été battues? On regarde ça tout de suite avec tout d'abord Hervé Guémard. Le président sortant UMP de Savoie était en ballottage favorable la semaine dernière. L'éphémère ministre des Finances dans le gouvernement, Raffarin III, a été largement élu dans son canton. On part également dans le Nord avec Patrick Caner, le ministre de la Ville, qui a lui aussi été élu. Autre personnalité, Karine Berger. La députée des Hautes-Alpes se présentait aux élections départementales dans le canton de Gap 2, spécialiste reconnue de l'économie. Elle voulait rendre à la gauche un département passé à droite en 2008 et c'est raté, vous le voyez, elle a été battue. Dominique Bussereau, l'ancien ministre UMP, lui se présentait en Charente-Maritime. Il avait frôlé l'élection au premier tour la semaine dernière et il a été élu. Et on termine avec Bernadette Chirac que l'on vient à l'instant d'entendre, élue depuis 1979 du canton de Corrèze. Elle avait jeté l'éponge comme candidate mais restait suppléante dans son nouveau canton de Brive 2. Et son binôme a été largement élu. Elle reste donc en Corrèze. Merci Grégoire Bouscambert. On parlait de la capacité de rassemblement et de renouvellement de la gauche. Et vous pensez qu'il lui faudra du temps et que pour les régionales, c'est un peu trop juste? Oui, c'est un défi immense qu'il lui faut relever. Il lui faut à la fois donner des gages à cette gauche de la gauche qui, on l'a vu, a été désunie et a exercer une forme de nuisance sur ce scrutin, et en même temps il lui faudra maintenir le cap, celui d'une politique sociale libérale fortement revendiquée par le Premier ministre. Comment faire pour que tout cela puisse évidemment en quelques mois être synonyme de rassemblement? Non, c'est sans doute une quadrature du cercle. Pour la droite en revanche, la dynamique maintenant est bien lancée. Scrutin après scrutin, on le voit, elle reconquiert des vastes pans du territoire national et se met en situation de pouvoir emporter dans quelques mois de nombreuses régions. Voilà la carte qui s'affiche sur les acquis de la droite et les acquis de la gauche en département. On voit que maintenant la couleur bleue domine. Tout à fait, la couleur bleue domine et on le sait demain, dans le cas des très grandes régions, la droite ne l'a jamais caché, elle affirme et elle affiche ses ambitions, elle souhaiterait conquérir 5, 6, 7 régions, peut-être plus, sur les 13 qui désormais constituent la trame du territoire politique. Alors pour être clair, 2017 s'annonce comment ? Alors 2017 s'annonce là encore une année pleine de périls pour François Hollande, qui on le sait briguera, il rêve en tout cas sa succession. Pour Manuel Valls, le pari est très compliqué, il lui faut en lieutenant, préparant les élections, réunir, rassembler, fédérer. Le Front National peut constituer cet épouvantail qui, au fond, dynamise le vote à gauche, sollicite plus fortement que la politique menée depuis 2 ans ne le fait. Les électeurs de gauche, maintenant, sera suffisant? Le Front National, on a vu qu'il y avait une sorte de barrage psychologique de l'électorat pour ce second tour, un électrochoc, nous a dit tout à l'heure Brice Naturier. Est-ce que ça signifie que
du coup, un deuxième tour, Front National, parti traditionnel, n'est pas envisagé? Alors, pour 2017, vous pensez? Oui, je pense que là aussi, on devrait assister, alors évidemment, personne ne lit l'avenir, mais aux limites de la stratégie actuelle. Marine Le Pen ne l'a pas caché, il s'agissait de conquérir depuis plusieurs années, par le bas, des portions de territoire, afficher désormais des prétentions, disposer d'un personnel beaucoup plus mobilisé, plus ancré territorialement, et grâce à cette dynamique, espérer conquérir dès 2017 la présidence, c'est-à-dire l'Élysée, la mère des élections. Ce sera difficile car si elle peut être présente au second tour, on le voit, la force de réaction de l'électorat, qui ne lui est pas favorable, est encore suffisante pour faire barrage. Et à hauteur de 60%, on le sait, c'est suffisant pour l'empêcher d'atteindre le Saint Graal. Merci Olivier Hill pour vos analyses, merci à vous de nous avoir suivis, merci à tous les correspondants des régions de France 3 d'avoir participé à cette émission. Voilà, il est temps de se quitter. Tout de suite, vous allez retrouver le Grand Soir 3 avec de nouvelles réactions, des reportages, de nouvelles analyses sur les forces en présence. Merci de votre soutien et de votre fidélité à France 3. Excellente fin de soirée.